Mardi 11. Toutes les passes étaient bloquées par quelques voiles anglaises. L'empereur semblait encore incertain sur le parti qu'il prendrait. Il s'était question de bâtiments neutres, de chasse-marée montée par de jeunes aspirants. On continuait de propositions du côté de la terre. Mercredi 12, l'empereur débarque à l'île d'Aix, au milieu des cris et de l'exaltation de tout. Il quittait les frégates. Elles avaient refusé de sortir sous la faiblesse des caractères de la part du commandant, soit qu'il eût reçu de nouveaux ordres de la part du gouvernement provisoire. Plusieurs pensaient que l'entreprise pouvait être tentée avec les quelques probabilités de succès. Cependant, il faut convenir que les vents seront constamment défavorables. Jeudi 13. Le prince Joseph est venu dans les jours voir son frère à l'île d'Aix. L'empereur, vers 11 heures du soir, est à l'instant de se jeter dans la chasse-marée du Perron avec plusieurs de ses paquets et de ses gens. Monsieur de Plana était sur l'une de vendredi 14. Je retourne à 4 heures du matin avec le général Lallemande à bord du Bellerophon pour savoir qu'il n'était arrivé aucune réponse. La capitaine anglais nous dit qu'il attendait à chaque minuit et ajouta que si l'empereur voulait de cet instant s'embarquer pour l'Angleterre, il avait autorité de la recevoir pour l'y conduire. Il ajoutait encore que d'après son opinion privée, plusieurs autres capitaines présents se joindront à lui. Il n'y avait nul doute que Napoléon ne trouva en Angleterre tous les égards et le traitement auquel il pouvait prétendre que dans ce pays, les princes et les ministres n'exerçant pas l'autorité arbitraire du continent, que le peuple anglais avait eu générosité de sentiments et d'une libéralité d'opinion supérieure à la souveraineté même. J'ai répondu que j'allais faire part à l'empereur de l'offre du capitaine anglais et du suite de sa conversation. J'ajoutais que je croyais assez connaître l'empereur Napoléon pour penser qu'il ne serait pas éloigné de se rendre de confiance en Angleterre même, pour y trouver la facilité de continuer sa route vers les États-Unis. J'ai peigné la France, lui dit, de la Loire, tout en feu, les espérances du peuple, se tournant toujours vers Napoléon, tant qu'il serait présent, les propositions qui lui étaient faites, et du côté à chaque instant sa détermination absolue de ne servir ni de cause ni de prétexte à la guerre civile. La générosité qu'il avait eue d'abdiquer pour rendre la paix plus facile, la ferme résolution où il était se débannir pour la rendre plus prompte et plus entière. Le général Lallemande, qui, condamné à mort, était intéressé pour son propre compte dans la résolution que l'on pouvait prendre, demanda au capitaine Maitland, avec qui il avait été jadis de connaissance en Égypte, dont il avait même été, je crois, le prisonnier, si quelqu'un tel que lui, compromis dans les troubles civils de son pays, pouvait avoir jamais à craindre d'être livré à la France, venant ainsi volontairement en Angleterre. Le capitaine Maitland affirma que non et reposa le doute comme une injure. Avant de nous quitter, nous résumâmes. J'ai répété qu'il serait possible que vous, les circonstances de les intentions arrêtées
de l'empereur. Il se rendit après l'offre du capitaine Maitland pour y prendre ses sauf-conduits pour l'Amérique. Le capitaine Maitland désira qu'il fût bien compris qu'il ne garantissait pas qu'on les accorderait et nous nous séparâmes. Au fond du cœur, je ne pensais pas non plus qu'on voulût nous les accorder, mais l'empereur ne voulait pas que vivre tranquille. Il était résolu de demeurer désormais personnellement étranger aux événements politiques. Nous voyons donc sans beaucoup d'inquiétude la probabilité qu'on nous empêcha de sortir d'Angleterre. Mais là, c'est borgnant. Tout aussi, sans doute, la croyance de Maitland. Je lui rends la justice de croire qu'il était sincère et de bonne foi, ainsi que les autres officiers dans la peinture qu'il nous avait fait des sentiments de l'Angleterre. Nous étions de retour à 11 heures. Cependant, l'orage approchait, le moment devenant précieux. Il fallait prendre une partie. L'empereur nous réunit en une espèce de conseil. On débattit tous les chances. Le bâtiment d'Arrois parut impraticable. Il n'était plus question de chasse mariée. La croisière anglaise était inforçable. Il ne restait plus que de revenir à terre, entreprendre la guerre civile ou d'accepter les offres présentées par le capitaine Maitland. On s'arrêta à cette dernière partie. En abordant le Bellerophon, disait-on, on serait déjà sur le sol britannique. Les Anglais se trouvaient liés de cet instant pour les droits de l'hospitalité, estimés sacrés chez les peuples les plus barbares. On se trouverait de ces moments sous les droits civils du pays. Les Anglais ne seront pas assez sensibles à leur gloire pour ne pas saisir cette belle circonstance. Avec avidité, alors Napoléon écrivit au prince régent: Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays est à l'inimité des plus grandes puissances de l'Europe. J'ai consommé ma carrière politique. Je viens comme Thémistocle de m'asseoir sur le foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale comme celle des plus puissants, du plus constant, du plus généreux de mes ennemis. Je repartis vers les 4 heures avec mon fils et le général Gourgaud pour retourner à bord du Bellerophon, d'où je ne devais plus revenir. Ma mission était d'annoncer la venue de Sa Majesté le lendemain matin à bord du Bellerophon et de plus de remettre au capitaine Maitland la copie de la lettre de l'empereur au prince régent. La mission du général Gourgaud était de reporter immédiatement la lettre même de l'empereur au prince régent d'Angleterre en personne. Le capitaine Maitland lut cette lettre de Napoléon qu'il admira beaucoup. On laissa prendre copie à 2 autres capitaines sous secret jusqu'à ce qu'elle devint publique et s'occupa d'expédier son délai. Le général Gourgaud à bord de la corvette le Slaney. Il y avait peu de temps que ce dernier bâtiment avoir quitté le Bellerophon. Je me trouvais seul avec mon fils dans la chambre du capitaine. Maitland avait été donné des ordres. Il rentra précipitamment, le visage et la voix altérés. Comte de las Casas,
je suis trompé. Quand je traite avec vous, je me démunis d'un bâtiment. On m'annonce que Napoléon vient de m'échapper. Cela me mettrait dans une situation affreuse vis-à-vis de mon gouvernement. Ces paroles me firont tressaillir. J'aurais voulu pour tout au monde la nouvelle vraie. L'empereur n'avait pris aucun engagement. J'avais été de la meilleure foi du monde. Je me fus volontiers rendu victime d'une circonstance dans laquelle j'étais parfaitement innocent. Je me demandais avec la plus grande calme, oh, capitaine Maitland, à quelle heure on avait dit que l'empereur était parti. Maitland avait été si frappé qu'il ne s'était pas donné le temps de le demander. Il recourut sur le pont. Il vint me dire à midi: s'il en était ainsi, Louis, dis-je, le départ d'Usselany que vous ne faites qu'expédier ne vous ferait aucun tort. Mais rassurez-vous, j'ai quitté l'empereur à l'île d'Aix à 4 heures. Mais l'affirmez-vous, met-il? Je lui en donné ma parole, et il se retourna vers quelques officiers qu'il avait avec lui et leur dit en anglais que la nouvelle devait être fausse, que j'étais trop calme, que j'avais l'air de trop de bonne foi et que d'ailleurs je venais de lui en donner ma parole.